Dans la télé d'ici, tous les soirs, nous abordons des questions qui vous intéressent. Nous parlons aussi de sujets d'actualité. L'actualité, ce n'est pas seulement la Covid-19, c'est aussi ces pluies qui se sont abattues sur l'ensemble du pays et particulièrement sur le district d'Abidjan. Ce soir, on a choisi de faire le point avec trois invités qui méritent amplement d'être sur le plateau de la télé d'ici. Le préfet d'Abidjan, Vincent Toby-Irié, le commandant Issa Sako, qui, vous le savez donc, commande le groupement des sapeurs-pompiers militaires, donc colonel Issa Sako, et Daouda Konaté, directeur de la météorologie nationale, avec donc encore une fois, au risque de se répéter, on fera le point, un point exhaustif, on l'espère. Pour le volet artistique sur la scène de la télé d'ici, on sera rejoint par Xavier Zafson, c'est un guitariste qui nous offrira un freestyle. La télé d'ici, l'essentiel de ce que vous êtes en droit de savoir ici. Bonsoir, bienvenue. Vous faites toujours très bien de nous rejoindre sur NCI, la première chaîne de télévision privée de Côte d'Ivoire. Dans la télé d'ici, du lundi au vendredi, à partir de 18h40, nous abordons des questions qui vous intéressent. Ce soir, on a choisi de parler des pluies diluviennes qui se sont abattues sur l'ensemble du pays et particulièrement sur le district d'Abidjan. Il y a eu encore mort d'hommes, malheureusement, mort d'hommes à déplorer. On est avec Vincent Toby, préfet d'Abidjan. Merci de répondre à l'invitation de la télé d'ici. Merci également à Daouda Konaté, directeur de la météorologie nationale, qui nous revisite encore une fois. En tout cas, merci de la sollicitude. Lui également nous revisite ce soir. C'est le colonel Issa Sako, commandant du groupement des sapeurs-pompiers militaires. Bonsoir. Merci. Ça va, Pierre? Très bien, merci. Alors, pour planter le décor, on va regarder cet élément produit par la rédaction de NCI. C'est une vidéo qui revient donc sur les dégâts causés par les récentes pluies. Enfin, un reportage constitué donc de vidéos amateurs. On regarde et juste derrière, on débrief. Scène de chaos à Abidjan ce jeudi 25 juin. Des personnes en détresse, prises au piège par la montée des eaux. C'est pas possible. Oh, il y avait un enfant dedans. Oh! Depuis ce matin, c'est la catastrophe en raison des pluies tombées depuis la veille. À Bobo, Cocody et même à Djamé, presque aucune commune n'a été épargnée par ces inondations. Outre les vies humaines en danger, des voies principales ont été coupées. Les habitations n'ont également pas été épargnées par ces montées des eaux. Le premier SAMU est vraiment dans un état pitoyable. Regardez où. Des situations qui ont nécessité dans la plupart des cas l'intervention des sapeurs-pompiers militaires. Pour l'heure, le bilan définitif n'est pas connu. Toutefois, la vigilance est à observer en cette période de saison des pluies. Alors, Daouda Konaté, on a entendu, lu sur les réseaux sociaux et certains journaux qu'il y a eu un niveau record de pluie tombée. On n'avait jamais enregistré de tels chiffres depuis 30 ans. Est-ce que c'est vrai? Alors, Quelle est l'information exacte? l'information, c'est que non, ce n'est pas tout à fait cela. D'accord. En fait, déjà en 2018, à Cocody, on a eu 302 litres d'eau par mètre carré. En 2020, on a eu également 240 litres d'eau par mètre carré, c'est-à-dire 240 mm. Donc, effectivement, cette situation est assez exceptionnelle, mais elle est déjà apparue plusieurs, 2 ou 3 ans en arrière. Est-ce que ce niveau de pluie, si je peux m'exprimer ainsi, ou de pluviométrie était prévisible? Pas le niveau en termes de quantité de pluie, mais le niveau en termes d'occurrence de précipitations, oui.
puisque selon nos prévisions, nous avions indiqué depuis une semaine que nous passons en alerte orange. D'accord. Donc, nous avons prévu des fortes précipitations sur le littoral ivoirien en général et principalement aussi sur la ville d'Abidjan. D'accord. Donc, ces quantités de pluie, ces prévisions ont été faites et cela a donné effectivement droit à ces quantités de pluie qui sont tombées. Que vous disent vos prévisions? Est-ce que le pire est à craindre? Est-ce qu'on va connaître un niveau peut-être plus important qu'en 2018? Ou est-ce que dans une semaine, tout va se normaliser, enfin, en gros? Alors, sur le plan climatologique, la saison des pluies devrait prendre fin au mois de juillet, sur le plan vraiment en moyenne. Donc, je pense qu'on pourrait s'entendre à des accalmies dans les prochaines semaines. Mais il faut quand même surveiller parce qu'il peut y avoir des occurrences plus élevées entre-temps. D'accord. Donc, quand même, la tendance générale, selon la climatologie vraiment du littoral ivoirien, on tend vers une accalmie ou vers la fin du mois de juillet. Vers la fin du mois de juillet. Et après, le relais est pris par la partie nord du pays, selon la saison. D'accord. Pourquoi le nord ne connaît pas les mêmes dégâts qu'Abidjan, par exemple? Oui, parce qu'en Côte d'Ivoire, on a deux types de saisons, en fait. On a une saison qui concerne la partie moitié sud du pays, pendant la grande saison des pluies, de avril à juillet. Et après, on a une autre saison de la partie nord du pays, de juillet à septembre. D'accord. Donc, c'est un peu la configuration dynamique de l'Afrique de l'Ouest. D'accord. En général, donc la Côte d'Ivoire y compris. Colonel Issa Sako, est-ce qu'on a aujourd'hui une idée précise du bilan des dégâts de ces dernières pluies? Bien, moi, je pourrais parler du bilan constaté par les sapeurs-pompiers. Oui, d'accord. Mais le bilan global... Avec le préfet, certainement, tout à l'heure. Il pourrait mieux vous indiquer ça. Nous n'avons pas rencontré beaucoup de difficultés en matière de secours à victimes. C'est vraiment les accès aux zones qui a posé problème. Parce que, comme vous l'avez vu tout à l'heure dans les vidéos, il y avait des voitures renversées. C'est cela. Donc, pour accéder aux zones sinistrées, c'était vraiment difficile. Mais malgré cela, nous avons pu quand même mettre en sécurité, c'est-à-dire sortir de la zone critique des personnes pour les mettre dans une zone sécurisée. Environ une centaine de personnes. Et malheureusement, nous avons constaté au niveau juste du GSPM 5 décès. Mais je crois qu'il y en a bien plus, 5 décès au niveau du GSP. D'accord. Quels ont été les sites d'intervention? Bien, nous, dès que l'alerte a été donnée, nous, on a commencé depuis le premier cas qu'on a constaté, c'est le 13. Le 13, il y a eu un décédé à Bobo-Baoulé. Donc, nous avons divisé Abidjan en 5 zones. Il y a la zone de Riviera... 9 kilos, qui est la première zone. La deuxième zone, Engré. La troisième, qui est Abobo, la zone d'Abobo. La zone de Yopougon. Yopougon et autoroute du Nord. Et puis la dernière, la zone d'Engré. Engré, Cité Fandasso, Château. D'accord. Donc, ce sont les 5 zones que nous avons baptisées, si vous voulez, comme étant des zones critiques sur lesquelles nous avons mis les axes d'effort. D'accord. Vincent Tobi, est-ce qu'on a un bilan plus exhaustif? Oui, merci beaucoup. La question des bilans après des pluies de cette ampleur est toujours délicate parce qu'on a des faits de criminalité, mais on a d'autres faits qui amènent l'eau à remonter des corps qui se sont trouvés à des endroits. Et donc, nous prenons beaucoup de précautions. L'ONPC a annoncé 7 personnes décédées le jeudi passé. D'accord. 2 corps ont été retrouvés le lendemain, donc le vendredi, il y a eu encore des pluies. Et parmi ces 2 corps, il y a le corps d'un enfant qui avait été déjà signalé par ses parents. Et le 9e corps est en cours d'investigation pour savoir si c'est un décès lié à la pluie. D'accord. Mais préalablement à ça, le jeudi d'avant, on a eu 17 personnes décédées à Niamey, des suites de l'éboulement. C'est cela. Donc 16 personnes ensevelies, constatées par les sapeurs-pompiers militaires, et une personne décédée
à l'hôpital des suites de ses blessures. Alors, le constat qu'on fait avec ces situations exceptionnelles, c'est qu'en fait, la notion de quartier précaire, la question de quartier UP n'a plus de lieu d'être. Pratiquement tous les secteurs sont logés à la même enseigne. Pourquoi? Parce qu'on a pensé que certains quartiers étaient mieux construits que d'autres. Finalement, ce n'est pas le cas. Bon, ça serait très long à expliquer. Il y a des raisons historiques, urbanistiques, réglementaires pour le peuplement de nos différentes villes. Et nous avons hérité de beaucoup de choses de la colonisation. Donc ça serait très long à expliquer. Mais les quartiers précaires, les quartiers dits précaires ont des situations difficiles. Les 16 morts ensevelis sous la boue sont décédés dans l'espace de 3 minutes. Il y a une première coulée de boue qui a enseveli, et puis une deuxième. Tout cela s'est passé en 3 minutes. Et mort pratiquement sur le coup. Et les sapeurs-pompiers ont fait ce travail pendant 7 jours de recherche. Et une personne décédée à l'hôpital. Ça fait 17. À Cocody, on a un certain nombre de morts, mais pas comparable à ce qui s'est passé dans les quartiers précaires. Conclusion, les installations dans les zones inondables sont des installations dangereuses qui peuvent emporter beaucoup de vies à tout moment. D'accord. Est-ce qu'on a une cartographie justement de ces sites à risque qu'il faut absolument évacuer en urgence? Oui, j'ai une cartographie en tant que responsable départemental et tous les maires ont déjà identifié. Si vous allez sur certains sites d'information, on a communiqué, comme il a souligné le directeur de la météorologie, les endroits dangereux. Il y a 2 types de sites à risque. Il y a des sites à risque qui sont inondables du fait d'un certain nombre d'événements, des eaux, mais il y a des sites à risque du fait de l'installation. Et c'est surtout les zones précaires. Et sur les zones précaires, on a 450 hectares de zones comme ça, installées de façon anarchique, 450 hectares sur 422 km² d'Abidjan, mais sur le département d'Abidjan, 2119 km². Donc c'est relativement une petite proportion, mais où les gens sont en situation de précarité, où le danger peut survenir à tout moment. Qu'est-ce qu'on fait alors? On les déloge? Oui, c'est ce que Manu Militari? Non, pas Manu Militari. Écoutez, il y a une situation sociale. Ce n'est pas pendant la saison des pluies, ce n'est pas en pleine pluie qu'on va déloger des populations. Oui, mais on ne peut pas reprocher au gouvernement de ne pas mener des actions de délogement en aval, enfin en amont, bien avant donc l'amorce de la saison des pluies. Il n'empêche que les populations sont toujours installées et ça date de plusieurs décennies. Pourquoi on est dans ce cycle infernal et finalement on n'arrive pas à trouver le signe indien? Il y a beaucoup à vaincre le signe indien. D'accord, il y a beaucoup de sites qui ont été déguerpis, qui sont aujourd'hui reverdis. Il y a un couvert végétal. Parce qu'il faut savoir aussi que c'est parce qu'il y a l'absence de couvert végétal dans certaines zones que la pluie a un effet facile. Donc beaucoup de sites ont été déguerpis. Prenez où je suis allé avec qui, par exemple, à l'ENA de Plateau, ces sites avaient été déguerpis, ils sont partis et ils sont revenus, un à un, progressivement. Donc il y a une recolonisation souvent discrète. Prenons le cas de Yopougon-Mika où il y a eu 3 personnes ensevelies l'année passée, c'est la même chose, ils étaient partis 2 semaines auparavant. Et ils sont revenus là. Ça revient à qui là d'empêcher justement cette recolonisation? Au maire? À tout le monde. Oui, à tout le monde. Enfin, les responsabilités sont à plusieurs niveaux. Responsabilité des pouvoirs publics, responsabilité citoyenne, on va y arriver. Mais déjà, dans ce cas précis, qui doit empêcher la recolonisation des sites? C'est ce que je dis à tout le monde. Moi, d'abord, aux responsables des agences régionales, ensuite au maire, et tout le monde fait ce travail, aux forces de sécurité. Tout le monde fait ce travail tout le temps. Mais je l'ai dit plusieurs fois, il y a quand même une question de responsabilité, il y a une question aussi de relation avec la vie. Il y a des gens qui vivent dans des zones dangereuses et qui y sont, malgré tout ce que nous faisons. Et je vous dirais même, parce qu'il y a un aspect social, le président de la République a demandé qu'il n'y ait pas de déguerpissement sauvage. Donc il y a eu des dédommagements pour certaines personnes qui se sont retrouvées dans d'autres sites plusieurs fois, environ 5 fois. Et donc il y a réellement un problème. On me dira que peut-être c'est parce qu'ils sont en situation de précarité. Mais la vie est en danger. Quand vous avez 17 personnes qui décèdent en 3 minutes, ça fait réfléchir. Et puis venez, abordons la question des quartiers précaires. Ils sont dits précaires sur le plan de la loi, sur le plan des règles d'urbanisation et sur le plan de l'esthétique. Mais sur le plan sociologique, c'est des quartiers très organisés. Il y a des chefs de terre, il y a des gens qui ont des maisons, qui louent des maisons à des prix particuliers. Et donc, c'est à ces personnes maintenant qu'il faut que nous nous attaquions. D'accord. Parce qu'elles mettent en danger la vie des citoyens. Pierre. Un article de Fraternité Matin s'interroge. Qu'est-ce que cela aurait été si l'État n'avait pas réalisé des travaux sur les dernières années à venir? Le même article s'insurge de voir donc, ce qu'il appelle des reporters des réseaux sociaux accueillir l'impact de ces travaux comme un échec de la part de l'État aujourd'hui. Ce que les Ivoiriens attendent aujourd'hui, de ce que l'on constate, c'est des réponses et qu'on situe les responsabilités. Pourquoi les travaux réalisés n'ont pas permis d'endiguer le phénomène qu'on a constaté ces derniers jours? Très bonne réflexion. Et on va peut-être profiter de ce plateau pour donner une réponse à cela. Aucun pays au monde n'est à l'abri de catastrophes naturelles. En novembre, octobre, novembre, décembre, vous avez eu du feu partout dans l'Australie. Plus de 8 millions de kilomètres carrés. La Californie en est victime tous les ans. Vous avez eu les États-Unis, vous avez eu les côtes américaines, vous avez eu l'Europe.
Donc, aucun pays n'est à l'abri. Les furies de la nature et toutes ces catastrophes sont des choses qui sont prévisibles dans une certaine proportion, mais dont les impacts sont difficiles à endiguer. Cependant, on peut prendre des dispositions pour limiter les dégâts sur les populations. Et c'est ce qui a été fait. Donc, sur ce plan, il y a deux types d'actions. Il y a les infrastructures, les ouvrages. Si les travaux n'avaient pas été réalisés, les dégâts auraient été spectaculaires. Mais il y a eu des digues qui ont été construites partout, il y a eu des caniveaux, il y a eu des curages, il y a eu beaucoup de réseaux, d'ouvrages qui ont été revisités ou construits, et ça a permis de canaliser. Et de l'autre côté, il y a l'appui institutionnel. Il y a les sapeurs-pompiers militaires, il y a les équipes de surveillance telles que les nôtres, il y a la Sodexam, et il y a un ensemble de structures qui travaillent, et donc c'est pour cette raison qu'on arrive à maîtriser, à défaut d'empêcher que cela arrive du fait de la nature. Donc il y a ce travail a été fait sur des années. Est-ce que ces travaux ont été bien exécutés? Oui, je dirais oui, mais regardez la furie des eaux. Parce que vous pensez que si on avait des ouvrages qui étaient totalement défaillants, on aurait eu ce niveau? Non, ce n'est pas possible. Comparez la furie des eaux avec celle de 2014 ou avec celle de 2018. Il y a des travaux engagés. Le président de la République s'est déplacé, rappelez-vous très bien, à Cocody pour aller constater les dégâts. Et depuis lors, des travaux ont été engagés qui ont permis à ces eaux-là Quel est le problème de la Riviera Palmeraie? Des travaux ont été engagés, justement, mais apparemment étaient en suspens. Je parlais tout à l'heure des raisons coloniales, des raisons historiques de l'urbanisation de nos villes. Parlons plutôt de par exemple, la rue Ministre, qui est à la Palmeraie. Ça prend sa source sur les plateaux d'Alépé. C'est de l'eau qui vient d'Alépé, de tous les plateaux, et qui circule jusque-là. Entre-temps, il y a eu aussi des installations sur certains sites, certains terrains, qui ne permettent pas la circulation des eaux. Donc, ce qui a été fait, c'est d'enlever tous les ouvrages, tous les bâtiments qui empêchaient la circulation de l'eau, mais également construire des digues, souvent d'une hauteur de 10 mètres, pour retenir l'eau. Donc, ce qui s'est passé à la Riviera Palmeraie est terrible, est difficile. Nous avons vu la peine des familles, mais ça aurait été pire si ces travaux n'avaient pas été réalisés. Donc, il faut continuer ces travaux de façon à ce que la rétention des eaux soit efficace. Alors, ce que l'on constate dans ces inondations-là, c'est que peut-être cette année, est-ce que les dégâts matériels sont plus importants? On ne saurait le dire. En tout cas, c'est impressionnant dans les images. Quel est le plan aujourd'hui de réponse, d'indemnisation des différentes personnes touchées par ces inondations? Il y a deux aspects. Il y a un aspect concernant les dégâts. Je pense que les sapeurs, le colonel-major Sako est là, sur la question des dégâts. Sur le plan d'indemnisation, il y a deux aspects. Il y a l'aspect social. Et vous voyez, par exemple, à Niamey, il y a eu 17 personnes décédées. Le gouvernement a dépêché le Premier ministre par intérim, le ministre de la Sécurité, le ministre de la Solidarité et beaucoup d'autres responsables administratifs sont allés apporter la solidarité. Au moment où je vous parle, les déguerpis, les sinistrés sont en train de quitter l'église catholique et la mosquée qui avait accueilli temporairement ces familles-là. Il y a des enveloppes qui ont été remises pour leur permettre de se reconstituer une vie. Donc il y a l'aspect social qui est très important. Il y a eu également tout ce qu'il y a eu comme apport en vivres et autres. Et puis il y a l'autre aspect du dédommagement, c'est l'aspect des assurances ou des aspects au niveau administratif. Et ça, c'est une autre paire de manches qui se discute à un autre niveau économique. Voilà. Alors, pour revenir, colonel-major, à la nature des interventions, c'était quoi essentiellement au niveau du GSPM? Bien, essentiellement, il s'agissait de porter secours à des personnes menacées par les eaux. On a remarqué que, effectivement, dans la panique, tout le monde appelle parce que, par exemple, le salon est inondé. Bon, pour nous, le salon qui est inondé, ce n'est pas une urgence. Ah bon? Je suis désolé de le dire. Oui, c'est vrai. Parce qu'il y a des personnes qui ont la vie menacée. Donc, si quelqu'un a la possibilité de se promener dans son salon, de faire un film en disant « il y a de l'eau partout dans le salon », c'est qu'elle a la possibilité de sortir, de se mettre à l'abri. Donc, pour nous, ce sont des personnes qui sont menacées par les eaux. Quand vous allez dans une cité, on nous appelle, par exemple, dans la cité Alabra, on nous dit qu'il y a quelqu'un qui est sur un toit, qui ne peut pas sortir, qui est menacé par les eaux, mais on ne peut même pas s'orienter dans cette cité parce qu'il y a de l'eau partout. Et on ne sait pas dans quelle villa, sur quel toit cette personne se situe. Donc, on est obligé de prendre contact avec le requérant pour qu'il nous donne le contact de la personne menacée pour qu'elle puisse nous guider. Maintenant, lorsque les équipes vont, malheureusement, parfois, elles peuvent trouver un homme qui est menacé dans son véhicule, bloqué. On est obligé de secourir celui-là.
le remettre à l'abri et retourner vers l'autre. Donc, la personne qui est sur son toit attend. C'est vrai, ça peut paraître très long. Ça peut paraître très long, très difficile, mais ce sont des opérations qui sont vraiment délicates. Il n'est pas possible pour nous d'envoyer une équipe dans chaque villa. Donc, c'est vraiment un ensemble de moyens. Est-ce que vous soulignez un manque de moyens d'intervention? Non, ce n'est pas un manque de moyens. Mais et à la fois un problème d'adressage et... Non. Non, vous avez 5 zones. Par exemple, si vous prenez simplement la cité Alabra, où il y a plus de 100 villas, vous ne pouvez pas envoyer 100 fois 5 hommes dans chaque villa. C'est impossible. Donc, on envoie une certaine équipe qui va sillonner toute la zone pour secourir les personnes qui sont menacées. Donc ça, c'est vraiment... On est obligé de travailler en mode dégradé parce que ce n'est pas une situation normale. D'accord. Je pourrais ajouter quelque chose. Bien sûr. Son intervention m'amène à faire une doléance auprès des téléspectateurs. Nous faisons, en tout cas à mon niveau, sur le PC que je dirige au niveau de la préfecture d'Abidjan, une exploitation des réseaux sociaux. Et on intervient en temps réel. Moi, je me suis retrouvé parce que ce matin, je ne savais pas, je savais qu'il allait pleuvoir. Et donc, j'étais avec vos équipes quand la pluie a accru d'intensité. Et donc, j'étais en ligne avec le colonel-major Sako pour lui donner, parce que là les images que vous avez, on était bloqués. Et il y a une dame qui appelait à l'aide sur les réseaux sociaux, un Facebook direct, ou une autre femme qui se noyait. Ça paraît anecdotique, mais demandez aux téléspectateurs d'être plus proactifs. Le temps qu'elles disent partagez la vidéo, s'il vous plaît, on partage à qui? On partage à qui? Donc, le temps de réaction est lent, parce que les gens cherchent peut-être le buzz, ils cherchent à avoir beaucoup de lecteurs. Mais tout le temps qu'elle a passé à parler, 3 minutes, c'est déjà suffisant pour que la voiture parte. Qu'est-ce que vous recommandez pour quelqu'un qui appelle à l'aide? Qu'est-ce que vous recommandez? Mais il faudrait que, déjà, bon, parfois il est difficile pour la personne même en péril d'appeler. Mais c'est la précision de la localisation de la personne sinistrée qui va déterminer l'efficacité du sauvetage. D'accord. Il faut être précis. Il faut être précis. Pierre. Alors, on parlait justement des... Allez-y. Non, je voulais un peu, en fait, aller un peu dans le même sens du préfet par rapport au caractère exceptionnel. En fait, les catastrophes existent partout. C'est vrai. Mais cette année, c'est quand même exceptionnel parce qu'il est tombé en 10 jours ce qui devait tomber en 2 mois. En fait, c'est ça un peu la caractéristique de cette saison qui a eu lieu. D'accord. Effectivement, malgré même tous les travaux qui ont eu lieu, toutes les interventions que les auteurs ont faites, le flux était difficilement encadré. D'accord. Parce que en 10 jours, ce qui pourrait tomber en 2 mois de saison de pluie, donc c'est difficile de pouvoir... La terre, le sol est déjà saturé, donc ça peut plus s'infiltrer. Ça pose un problème de drainage. Pas forcément, mais ça pose plutôt un problème de saturation du sol. Oui. Et ce qui va tomber va drainer partout, mais ça ne va pas forcément aller dans les suites, dans les systèmes d'évacuation. D'accord. En fait. Il y a un surplus. Donc on parlait justement des dégâts matériels constatés sur cette période-là. Est-ce qu'on a une idée? Oui, on ne peut pas faire pour l'instant une évaluation très exhaustive des dégâts, mais il faut constater que les dégâts sont importants. Il y a des cités entières qui sont dévastées, qui sont totalement inhabitables, des rues entières aussi qui sont totalement inhabitables, enfin impraticables. Donc, on ne peut pas donner une évaluation très, très nette à l'heure actuelle des dégâts qu'il y a eu. Est-ce qu'aujourd'hui, les Ivoiriens sont préparés à la notion de risque naturel, de catastrophe naturelle? Et est-ce qu'ils organisent leur vie en fonction? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que sur 100 Ivoiriens, 75 ont pris des assurances habitation, des assurances assurer leurs biens? Est-ce qu'aujourd'hui, on va se retrouver dans des situations avec des gens qui ont tout perdu et qui n'ont aucun recours? Je ne peux pas répondre à cette question parce que ce sont des engagements privés des citoyens qui contractent des assurances. Mais ce que je peux dire sur la notion du risque en termes de connaissance de la saison des pluies, je pense qu'aujourd'hui les Ivoiriens sont très sensibles. Et quand nous lançons les alertes de la Sodexam sur la météo, beaucoup de personnes suivent cela aujourd'hui. Mais n'allient pas forcément le message reçu avec l'attitude. Parce que vous ne pouvez pas risquer votre véhicule dans un endroit où l'eau coule. J'ai vu, moi-même, été témoin oculé. Sachez, comme le directeur de
de la météorologie le disait, que 5 cm d'eau, c'est capable de faire tous les dégâts que vous avez observés. 5. C'est-à-dire, quand on dit 5, l'eau a été mesurée sur un bocal élevé comme ça. Donc 5 cm d'eau seulement, c'est même pas peut-être... On a eu combien de centimètres là pour ces pluies? Ça dépend des jours en fait. Il y a eu plusieurs. Si on fait un cumul... Le pic 240 pour l'instant à Cocody, 240 mm en litres par mètre carré. D'accord. 240, selon le rapport, 240 au niveau de Cocody Golf. C'est ça. Et puis un autre pic de 146 mm au niveau de Abobo, zone mairie. C'était le 25. Les deux grands pics. Est-ce qu'il y a des zones à Abidjan où il pleut plus comparé aux autres zones d'Abidjan? Non, il n'y a pas de zone ciblée où il pleut plus, en fait. Je sais que, par exemple, Bayopougon et Abobo, on sait qu'ils ont en partage, ou elles ont en partage ces communes, la forêt du Banco. Est-ce que là-bas, il pleut beaucoup plus qu'il pleuvrait, par exemple, à Makori? Non. Non, pas forcément. Peut-être que la forêt peut favoriser la pluviométrie dans ces zones-là, mais la répartition spatiale de la pluie est vraiment, elle ne suit pas une logique. D'accord. En tant que telle, alors, elle peut arriver. Est-ce qu'il y a des communes qui sont plus touchées que d'autres de par leur position par rapport au niveau de la mer ou au niveau de la lagune, par exemple? Non. Non, techniquement, non. Parce que, par exemple, toutes les communes, dans cette situation, toutes les communes du sud d'Abidjan ont eu des pluies, mais n'ont pas été impactées forcément par des dégâts. Okay. Les communes du nord qui ont plus été impactées par les dégâts à ce niveau-là. Mais parce qu'il y a eu plus de pluie au nord d'Abidjan qu'au sud d'Abidjan, en fait. Oui, en fait, il faut savoir qu'il y a 5 situations différentes dans les 13 communes d'Abidjan. 5 situations différentes. Il y a des communes où les dégâts touchent les quartiers précaires. C'est la commune d'Atekoubé, d'Adjamé, de Yopougon, d'Abobo. Il y a des communes où c'est des questions d'ouvrage d'assainissement. C'est des questions de trèche vide, par exemple, où l'eau monte très vite. Et Makori. Il y a des communes semi-rurales telles que Songon, où il y a de l'eau, mais c'est sur la route. Il n'y a pas beaucoup de victimes parce qu'il y a encore la végétation. Il y a des communes qui allient tous ces problèmes, c'est-à-dire les quartiers dits précaires, les ouvrages d'assainissement, les questions semi-rurales. C'est la commune de Cocody. Donc il y a comme ça 5 tableaux différents en fonction des communes. Ok, messieurs, on va marquer une pause. On revient dans quelques instants pour poursuivre les échanges sur la pluviométrie, sur les dégâts causés par la pluie et sur tout ce qu'il faut absolument éviter pour les jours à venir. On marque une pause, on se retrouve dans quelques instants. De nous rejoindre sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne, pour aborder des questions qui vous intéressent ce soir. On parle des pluies diluviennes et des questions d'inondation de ces derniers jours. On marque une courte pause, mais voilà, une brève pause, pour parler de ce qui constitue ici l'actualité. C'est donc ce message du ministère de la Santé qui alerte sur les décès de sujets jeunes sans antécédents médicaux. Le conseil technique du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Dr Edith Clarisse Kouassi, a déploré vendredi au cours du point de presse quotidien les décès de jeunes patients de la Covid-19 sans antécédents médicaux et appelle donc les populations à un changement de comportement. Nous avons enregistré le jeudi 25 juin 2 décès liés à la Covid-19. Il s'agit d'un enfant de 7 ans et d'un adulte de 39 ans. Ces malades n'avaient aucun antécédent médical particulier, dit-elle. Et elle souligne d'ailleurs que les données de ces derniers jours montrent une augmentation des cas de sujets jeunes de 1 à 30 ans avec des décès d'enfants ou de jeunes sans pathologie chronique sous-jacente. Et elle appelle donc à la responsabilité de tous. Voici ce qu'il fallait retenir de l'actu d'ici. On a été rejoint par Princesse Entretemps qui va prendre la parole dans quelques instants. Juste peut-être parler un peu de la responsabilité aussi des citoyens face dans ces catastrophes. Qu'est-ce que vous constatez? Est-ce qu'on peut parler d'incivisme parfois, colonel-major? Bien, moi, je pourrais dire oui. L'incivisme existe parce que la sensibilisation, elle est faite. Elle est faite même à outrance. Mais malheureusement, les populations s'entêtent à s'installer dans des zones qui ont été identifiées et mettent leurs familles
dans des risques qui sont trop grands. Il y a des risques qui sont trop grands pour l'enjeu. Vivre dans un bas-fond qui est forcément le lieu de passage des eaux, c'est vraiment jouer au poker. Mais à cela aussi, il faut ajouter la dégradation des ouvrages. Chez nous, dans l'imaginaire collectif, dès qu'on voit un bas-fond, c'est une poubelle. C'est là-bas qu'on vide les poubelles, c'est là-bas qu'on jette toutes les ordures, alors que c'est le passage naturel des eaux. Donc, quand ce bas-fond est obstrué, mais l'eau va passer ailleurs. Et ailleurs, c'est dans les maisons, c'est détruire les maisons. Il y a de l'incivisme, c'est clair. D'accord. Vincent Toby, faites ce même constat? Oui, c'est vrai, il y a de l'incivisme, comme dit le colonel-major. Il y a également, on comprend, les situations de précarité, des situations sociales. Il y a également souvent aussi une obstination, parce qu'il y a des bâtiments d'un certain standing qui sont construits au mépris des règles d'urbanisation. Et donc tout ça est mêlé. L'incivisme, les situations sociales, l'obstination de certaines personnes qui défient les règles d'urbanisme. Et tout ça doit être combattu. D'accord. Parce que si l'État ne vous déguerpit pas, c'est la nature qui va vous déguerpir sans ménagement, sans indemnisation, sans prévenir et sans rien du tout. Un jour ou l'autre, la nature va reprendre ses droits. Daouda Konaté, est-ce que vous êtes consulté en tant que spécialiste des questions de météo avant la construction ou avant l'érection de zones immobilières, de nouveaux quartiers? Parce qu'à la faveur de cette émission, on a appris par exemple que le dimensionnement des caniveaux se fait par exemple en fonction de la pluviométrie de la zone. Effectivement, le dimensionnement des ouvrages d'assainissement se font avec des données climatiques. Enfin, pas totalement, mais quelques données climatiques. Alors, les opérateurs immobiliers ne nous consultent pas. Par contre, nous recevons souvent des bureaux d'études de travaux, de grands travaux de routes, de canalisation, de l'ONAD. Les bureaux d'études nous consultent pour pouvoir dimensionner les ouvrages. Mais bon, on n'a pas encore eu d'opérateur immobilier pour pouvoir voir un peu sur une zone, climatologiquement, est-ce que cette zone est propice à un désastre ou pas? Parce qu'il y a ce qu'on appelle des certificats climatiques à délivrer ou des certificats d'intempéries à délivrer en cas de sinistre. Mais au certificat climatique pour voir si cette zone-là, de manière climatologique, si elle peut avoir recueilli un certain nombre de quantités d'eau en une heure ou pas. Donc ça, ces outils existent. Alors, j'ai lancé un appel là aux opérateurs immobiliers de nous consulter pour qu'on leur délivre un certificat climatique qui peut leur garantir vraiment si dans ces zones-là, c'est constructible, il n'y a pas de problème de catastrophe qui pourrait arriver dans ces zones. D'accord. Maintenant que nous savons que la construction des infrastructures d'assainissement et de drainage ne parvient pas à couvrir les besoins de la population, à suivre justement l'urbanisation galopante de nos villes, qu'est-ce qui a été mis en place? Je crois qu'elle est valable pour oui, Vincent Toby, le préfet. Ce serait... il ne faut pas dire que les ouvrages n'arrivent pas à canaliser. Aujourd'hui, vous parlez plus... Dans toutes vos vidéos, il n'y a pas la baie de Cocody. Il n'y a pas l'Indénier chez le colonel-major. Il y a un grand travail qui a été fait là-bas. Donc, je dis que les eaux, comme l'a souligné le directeur, les eaux sont particulières cette fois. 240 mm de pluie, c'est 5 fois le seuil d'alerte en une seule journée et en 2 heures de temps de pluie à Cocody. Donc, forcément. Donc, les canalisations, comme vous dites, se font, les travaux se font. Et si vous avez remarqué, même passer dans la rue, vous allez voir, il y a des curages. Les curages sont constants parce qu'après chaque pluie, les canaux sont obstrués. Donc, il faut faire les curages de façon permanente et enlever les produits de curage. Et ça se fait de façon permanente. Mais bien sûr, l'idéal, c'est de construire, de continuer à construire des ouvrages qui permettent une absorption totale. Alors, justement, comment on mesure l'efficacité de ces ouvrages? Est-ce la possibilité, juste après une forte pluie, de pouvoir absorber cette eau en 10 minutes ou en 20 minutes? Donc, la fameuse notion de drainage, comment ça se mesure? Il y a deux Parce qu'il y aura toujours ce débat. Sur les réseaux sociaux, on dira que l'État fait rien. Il y a d'abord la qualité du sol. Si le sol est hydrophobe, hydrophile, s'il est vite saturé, il y a des quartiers où il y a de l'argile, où il n'y a pas d'argile, tout ça dépend. Maintenant, la qualité des ouvrages d'assainissement, vous voyez, dans certains quartiers, au bout de 30 minutes, c'est fini, il n'y a plus de... L'eau est totalement absorbée. Voilà, mais il y a des quartiers où l'eau reste longtemps. Ça dépend de la constitution du sol. Maintenant, sur l'absorption par les ouvrages, regardez vous-même, aujourd'hui, non seulement, grâce à Dieu, il y a une relative absorption, mais les services de l'ONAD, de l'AGEROUTE, viennent automatiquement pour enlever la boue
La boue se travaille. Oui, mais quand on enlève la boue, on la met sur le côté. Et quand il pleut encore, ça rentre encore. C'est ce que je disais bien tantôt. Ça, c'est les leçons qu'on a prises par les années passées. Et donc, le ramassage de ces produits et le ramassage est régulier. Et ça, souvent, quand on met sur le côté, c'est parce que l'eau doit couler. L'eau doit couler et ce sont les déchets solides qui sont ramassés. D'accord. C'est ce que vous voyez souvent. Mais je pense qu'il y a une rotation qui est très bonne aujourd'hui. Moi-même, je l'ai constaté quand je venais chez vous ici. J'ai vu des endroits où ils étaient en train de ramasser au fur et à mesure qu'ils enlevaient. D'accord. Alors, vous voulez réagir? Oui, si vous permettez. Pour moi, c'est vrai, la soudaineté de cette pluie et puis la quantité d'eau qui est tombée pendant ces jours-là, c'est vrai, ça fait monter rapidement les eaux. Mais il faut reconnaître aussi que très rapidement, les eaux ont disparu. Très, très rapidement. C'est ça. C'est vrai, ça a causé beaucoup de dégâts. Mais au bout de 30 minutes, 1 heure, tout a été écoulé. D'accord. Bon, les dégâts sont là, c'est vrai, mais tout a été écoulé. Les eaux ne sont pas restées stagnantes pendant longtemps, comme on l'a constaté il y a quelques années. Très vite, elles sont parties. D'accord. Alors, on constate les mêmes problématiques. Donc, j'en ai recensé 3 qui sont les constructions d'assainissement, le manque des moyens pour l'avancement des travaux et l'installation anarchique des populations due à l'incivisme. Sur quel point devrait-on se focaliser pour justement essayer d'éviter ces inondations et les morts, bien sûr? Madame, je ne serai pas d'accord avec vous sur les 2 premiers points. L'avancement des travaux. Je peux vous dire qu'on avait achevé pratiquement à 90% un certain nombre de travaux. Et j'ai la liste ici que je peux vous donner. Un ensemble, pour, en tout cas en ce qui me concerne, le département d'Abidjan, 33 ouvrages qui ont été réalisés. Et donc, nous souhaitons tous qu'il y ait une grande capacité de rétention des eaux. Mais ça, ce n'est pas des choses qu'on maîtrise. Mais il y a du travail à faire encore pour pouvoir canaliser. Sur votre dernier point, vous avez raison. On en a parlé, les populations un peu plus responsables. Et aujourd'hui, on va passer à un niveau de répression pour tous ceux, non seulement ceux qui construisent, vous l'avez vu, il y a eu des ouvrages détruits, mais également ceux qui vendent ces espaces interdits. Et donc, c'est des niveaux aussi quand on doit arriver pour que tout le monde soit responsable de ce qui arrive dans ces zones. Et on constate que ce n'est pas partout en fait, que les gens s'installent. Est-ce que quelque part, il n'y a pas un incivisme qui est un peu toléré? Toléré, non, mais soyons vous ne pouvez pas chasser des populations en pleine pluie. Vous les mettez où? En pleine Covid. Parce que tout ça, on prend tout ça en compte dans le recasement des populations. Mais en amont, ce travail est fait. Et je vous ai donné à votre équipe l'ensemble des mises en demeure remises à ces populations. Dans beaucoup de quartiers de Cocody, par exemple. Yopougon, c'est souvent systématique. Vous avez vu le cas de Koumassi ou d'autres communes. Donc, ces mises en demeure sont là, mais c'est un travail permanent. Il y a des personnes qui s'amusent peut-être à s'installer, mais qui n'ont, pour certaines d'entre elles, pas le choix que de s'installer là. Et ça, c'est des situations sociales délicates à gérer. Est-ce qu'on peut se risquer Allez-y. Je voulais réagir sur l'incivisme des populations. Il faut dire que le préfet est là. Au mois de mars déjà, nous donnons une tendance générale de la situation. Que cette année, ce sera excédentaire. Et les campagnes de sensibilisation se déclenchent avec la préfecture, avec l'Office national de protection civile, l'ONAS, qui font des campagnes de sensibilisation pour demander aux personnes qui sont dans la zone à risque de partir avant que la saison ne s'installe. Mais ils vont partir où? Non, ils sont accompagnés. Généralement, l'année dernière, ils ont été accompagnés par le gouvernement, par des primes pour pouvoir se réinstaller. Mais comme le disait le préfet, ils reviennent. Et ils n'écoutent pas les conseils, ils reviennent. Parce que déjà, dans le mois de mars, nous avions indiqué qu'il allait y avoir une forte pluviométrie pendant cette saison. Et les campagnes ont commencé. Le préfet Labilla a même fait des postes, des visites de terrain, tout ça pour sensibiliser les populations. Mais elles ne sont pas parties. Ça aussi, c'est un élément d'incisif qu'il faut que les populations prennent ça en compte pour pouvoir... puisqu'elles ont déjà été averties par les informations météo, par la... D'accord, ok. Là, on est sur le cas, évidemment, des sites précaires. Restons sur les sites bien construits, qui ont donc obtenu les permis de construire en bonne et due forme. Prenons par exemple le cas de la cité Alabra, qui en a été victime il y a 2 ans, victime l'année dernière, victime cette année. Qu'est-ce qui va se passer les autres années? Ce sera la même chose chaque fois? Non, ce ne sera pas... on prie Dieu pour qu'il n'y ait pas de pluies qui soient reportées. Il y a ce qu'on appelle les pluies décennales. Oui, mais peut-être que c'est Dieu qui envoie ces pluies aussi. Qu'est-ce qu'on en sait? À quelle fin Dieu punirait ses enfants? On n'en sait rien. Vu qu'on s'en remet à Dieu, on n'en sait absolument rien. Il y a des pluies décennales, c'est-à-dire qu'il y a des pluies qui arrivent 1 fois tous les 10 ans.
Oui, mais la dernière, c'était en 2018. Donc, non, il y a que 2 ans. On a eu 2014, c'était grave en 2014. 2018, on a eu 21 mois en une journée d'avril. C'est ça. Et cette année, l'année passée, on a pratiquement eu, en tout cas dans le département d'Abidjan, une quinzaine de personnes décédées à des endroits différents. Et sur les 15, il y a 3 personnes qui sont décédées du fait direct de l'eau. Il y a eu la foudre, il y a eu des hautes tensions, il y a eu des phénomènes différents. Donc, on espère, le travail continue. C'est pas un travail, on n'aura pas fini un jour de réaliser et de croiser les bras. Non, tout le temps. Oui, mais quelles sont les solutions qui sont prévues C'est ce que je vous ai dit. Pour ces sites-là qui sont visiblement bien construits? Il y a eu On a cassé notamment tous les opérateurs économiques qui étaient en bordure de route, pensant que ça allait améliorer les choses. Mais on continue justement, mais il y a une opération préalable d'indemnisation. Je préside le comité des indemnisations, où tous les grands travaux qu'il y a, on ne peut pas chasser des personnes comme ça. Et c'est des obligations que le gouvernement nous fait pour l'accompagnement social, et ces personnes sont indemnisées, ensuite rasées. Vous avez le cas de Boribana aujourd'hui. Est-ce que vous avez parlé d'inondation à Boribana? La plupart des maisons qui étaient en danger ont été cassées. Et donc, il y a ces travaux qui se font, mais bon, c'est, comme on dit, un travail continu. Et il y a des personnes, comme vous le dites, qui sont installées sur des zones importantes. Mais il y a des zones qui ont été entièrement déguerpies. Il y a des bâtiments qui ont été cassés, des bâtiments impressionnants cassés. Et ce travail continue. Et c'est pour cette raison que nous demandons, encore une fois, comme tout le monde l'a dit autour de la table, qu'il n'y ait pas un incivisme à un certain niveau de la société. Ça nous permet de mieux gérer ces situations-là. Si un opérateur construit 150, 200 maisons sur une zone non constructible, ça pose problème. Il met en jeu la population, la vie de la population, mais les investissements qui ont été réalisés également. Et aujourd'hui, le travail se fait souvent sans pitié, sans ménagement. Parce qu'il y a des éboulements, il y a des écroulements d'immeubles. Donc, vous êtes témoin avec moi de tous ces quartiers qui ont été touchés, qui ont été rasés et qui vont être rasés, malheureusement. D'accord. Alors, on est un peu au courant de toutes les zones où il y a des problèmes. Est-ce que vous retournez justement à ces endroits, sachant que vous savez qu'il va pleuvoir à un certain moment, pour vous assurer justement qu'il n'y ait plus personne à ces endroits? Oui, on passe tout le temps. Vous savez que la saison des pluies a été déclarée officiellement. Mais si vous passez tout le temps, comment vous expliquez la recolonisation alors? C'est ce que je vous explique. On passe tout le temps, et depuis le 21 mars. Et puis, je ne le dis pas parce que c'est moi qui prends la parole. Je le dis parce que je suis avec vos équipes qui viennent avec nous pour voir qu'est-ce qu'on dit aux gens. Donc, on passe, mais les installations peuvent prendre juste 3 jours, 4 jours. 3 ou 4 jours, vous venez trouver des bâches toutes neuves. Vous passez tout à l'heure, la police, la gendarmerie travaille, et dès que vous tournez d'autres, 3 jours après, on ne peut pas avoir un policier. Est-ce qu'il ne faut pas s'appuyer sur l'exemple de Koumassi, ce qu'a fait le maire Cissé Bakongo, qui a constamment, vous avez des éléments des forces de sécurité qui sillonnent donc, ces espaces-là. Aujourd'hui, Koumassi est le parfait exemple de la lutte anti-recolonisation, si on peut le dire ainsi. Oui, Koumassi, on parle beaucoup de Koumassi, où il y a eu des travaux, il y a eu même on parle plus de Kumbich, là, ouais, d'ailleurs. un kilomètre de canal qui a été dégagé, que nous avons visité également. Mais il y a aussi des travaux qui ont été faits à Bobo, à Yopougon et ailleurs. Et bon, c'est des exemples, mais il y a aussi il y a la situation de certaines populations de la commune d'Abidjan qui empêche d'accélérer dans le travail d'assainissement, dans le travail de curage. Et Yopougon, par exemple, l'année passée, combien de maisons ont été cassées par le maire? Des dizaines de maisons, je dirais des centaines de maisons. Et vous ne parlez pas de Yopougon Centre aujourd'hui, alors qu'il y a eu des mois à Yopougon. Voilà. Et puis, un dernier détail, il ne faut pas l'omettre. On gère une crise dans une crise. La situation du Covid-19 est venue compliquer un peu la sensibilisation. Parce que des mois, nous sommes rentrés dans la crise déjà à mi-mars. Or, c'est la période dans laquelle on faisait des déguerpissements. Mais on ne pouvait pas déguerpir des populations dans une situation de maladie, où il y avait du confinement, où l'entassement des populations était problématique. Donc, ça n'a pas gêné également. Ça a gêné ce travail. L'année passée, il y a eu beaucoup moins de décès, parce qu'on n'était plus libre. Il n'y avait pas de risque sanitaire. Donc, c'est un travail continu. C'est une situation complexe aujourd'hui. D'accord, très bien. On va marquer une pause. L'une des nombreuses pauses d'ailleurs qu'on a dans cette émission. On se retrouve dans quelques instants.
toujours très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici sur NCI du lundi au vendredi à partir de 18h40. Nous parlons de choses qui vous intéressent. On est ce soir en compagnie du préfet d'Abidjan, du directeur de la météorologie nationale et du commandant du groupement des sapeurs-pompiers militaires pour un peu faire le point sur donc, le bilan des pluies diluviennes, des récentes pluies diluviennes, les inondations, mais surtout les conduites à tenir, à adopter pour les jours à venir. Question donc de limiter au maximum les dégâts peut-être prévisibles mais aussi imprévisibles. Princesse, on parle aussi du kiff du web dans cette émission. Effectivement. Ça parle de cours communes ou de communes, je ne sais pas, non, de communes. Non, pas du tout. Ouais. Vous parliez tout à l'heure de comment les personnes utilisaient les Facebook direct et live. Et ben, on va un peu découvrir, selon certains pays, les États-Unis, la France et la Côte d'Ivoire, comment les gens utilisent un petit peu le live. Yo, welcome to the best life ever. Here's your boy Jordan. Today we're gonna talk about BLM because Black Lives Matter. But first of all, we wanna turn up this life. We wanna make it lit. We wanna throw that ass back. Today we're gonna enjoy this life. Oh yeah, sexy mama, I see you. Send me the request right now. I'm gonna put you right now, right now. Let me put the volume. Woo! Oh shit, it's about to be lit out here. Alors désolé à tout le monde, désolé du dérangement, j'ai pas l'habitude de faire les directs. Alors aujourd'hui nous allons parler d'une affaire Adama Traoré parce que c'est un cas qui m'intrigue beaucoup et je suis exaspéré par tout ce qui se passe actuellement. C'est pour cela que j'ai décidé de lancer ce direct. Donc vous êtes priés de partager le direct et merci et voilà. Y'a venez massivement, petit direct de là, c'est pour tout gâter, il a tout gâté, y'a dit partager tant qu'on n'est pas 1000, ne parle pas. Partagez le direct, mettez le cœur, je veux voir les cœurs là, oh il fait chaud, y'a dit partager le direct. Jules le Boucatier 2 fois point 0, Jordan, qu'est-ce que tu penses de l'inondation? C'était inondé, ils ont inondé là-bas, partagez le direct, oh, mon nouveau son va sortir bientôt, et partagez le direct. Mariam Font, Jordan, un toi et puis Ange Freddy qui est fort. Lui-même il sait, est-ce qu'il est fort que moi? Oh, partagez le direct, oh, je veux voir 1000 partages. Tant qu'on n'est pas 400 000 sur le direct, il fait pas direct. Partagez le direct, mettez le cœur, il a dit mettez le cœur. Oh, il fait chaud, hein? C'est ma nouvelle voiture, Quand je suis parti dans mes tournées là, en Europe, vers, c'est là-bas, il a acheté ça. Il a dit partagez le direct. Mesdames, fleurs. Alors, colonel-major Issa Sako, est-ce qu'au centre d'appel du GSPM, vous enregistrez toujours ces appels fantaisistes que vous déplorez chaque fois, dans cette période exceptionnelle? Ou est-ce qu'il y a une sorte de prise de conscience soudaine? Non, il faut dire que les appels fantaisistes, ils arrivent de partout, de toute la Côte d'Ivoire. Donc, quand Abidjan est impacté par les pluies, on reçoit des appels concernant les inondations. Bon, il faut déjà faire le tri sur les urgences vraiment absolues, les urgences relatives et puis les pas d'urgence du tout. D'accord. Et en plus, il faut faire le tri avec les appels fantaisistes qui peuvent venir d'ailleurs, où il n'y a rien du tout. Ça peut venir d'une autre ville, du pays où il n'y a rien. Et puis, en plus de ça, il faut gérer aussi les interventions quotidiennes, c'est-à-dire les incendies, les accidents et autres. Donc, c'est toujours la solution. D'accord. Est-ce que vous pensez à un peu actualiser le mode, j'ai envie de dire... alors, je vais simplifier la chose. Vous avez aujourd'hui des applications comme WhatsApp et tout. Il s'est posé le problème de l'adressage déjà des rues. Le problème de localisation en cas de danger. Il y a une chose qui est aujourd'hui courante, c'est l'envoi des positions GPS par WhatsApp. Est-ce que c'est des choses qui sont envisageables à votre niveau? Oui, c'est envisageable. On le fait sur certains de nos numéros, mais il faut le dire, il n'y a pas beaucoup de gens qui savent le faire. D'accord. En réalité, il n'y en a pas. Il n'y en a pas tellement. Même les smartphones, il n'y en a pas autant que ça. Tout le monde a un téléphone portable. Mais on les utilise pour faire de belles photos. Voilà, déjà ça. Sans plus. Et puis, il y en a d'autres aussi où il n'y a même pas d'application du tout. Puis avec la panique, les gens oublient un peu tout aussi. Donc, le mode d'appel privilégié, c'est vraiment l'appel téléphonique avec vraiment des choses sérieuses. D'accord. Des alertes conscientes. Et puis, ça permet de déclencher le plus rapidement possible les secours. Daouda Konaté, qu'est-ce qu'il faut retenir pour les prévisions à venir? Et quelle attitude il faut adopter au niveau des populations? Alors, au niveau des prévisions à venir, comme je l'ai dit tantôt, nous sommes dans une phase, je dirais, d'accalmie. Avec le mois de juin, comme je l'ai indiqué, est le mois vraiment le pic de la saison.
le mois de juillet, normalement, la saison, jusqu'à la fin juillet, la saison a une déclinaison vraiment importante qui va se mettre en place. D'accord. Et peut-être, mais ce n'est pas fini parce que le relais, comme je disais, la partie nord du pays prend le relais. Mais aussi, il peut y avoir des épisodes pluvieux dans la partie sud. Parce qu'aujourd'hui, la saison, je dirais qu'il n'y a plus de saison en fait. Les saisons sont entremêlées parce qu'après la saison des pluies, la grande saison des pluies, on devrait passer à la petite saison sèche qui dure 2 mois, c'est-à-dire juillet-août. Et après, on passe à la petite saison des pluies qui dure aussi 2 mois. Mais généralement, même en saison sèche, on peut avoir des épisodes. Et quand on va rentrer dans la petite saison des pluies de octobre-novembre aussi, il faudrait qu'on soit en alerte. Parce que ce qui n'est pas tombé pendant la grande saison des pluies peut se rattraper pendant la petite saison des pluies. Ce qui est arrivé l'année dernière, quand le préfet a indiqué, on a eu pratiquement plus de morts, plus de dégâts pendant la petite saison que pendant la grande saison des pluies. D'accord. En d'autres termes, l'hirondelle ne fait plus le printemps. Vincent Toby, on va conclure avec vous. Peut-être un message à l'endroit de vos concitoyens. J'ai failli gouverner, mais je sais que ça va vous gêner si on dit gouverner. Non, c'est le même message. On remercie le comportement responsable de beaucoup de nos populations qui ont partagé ces moments difficiles, mais qui se sont engagés. J'ai vu des jeunes volontaires qui sont allés faire des déblais en même temps que les pompiers, et c'est vraiment citoyen. Et on demande ce comportement responsable. On demande également d'écouter les prescriptions, les instructions des autorités. Quittez les zones à risque. Ne bâtissez pas dans les endroits interdits. C'est tout ce qu'il faut faire pour que la pluie qui tombe vienne comme une pluie, comme une eau, mais sans emporter toutes les vies avec elle. Quittez les zones à risque. N'allez pas dans les bas-fonds qui ont été déguerpis. Ne construisez pas dans les quartiers qui n'ont pas été prévus à cet effet. C'est tout ce que nous pouvons dire aux populations pour une meilleure gestion de la saison des pluies. Pour éviter évidemment donc, des dégâts importants, notamment des morts d'hommes, comme on a pu l'enregistrer il y a quelques jours de cela. Alors tiens, parlant de morts d'hommes, enfin, je ne sais pas si la transition y est, je n'ai pas regardé, je vais découvrir en même temps que vous. On va visiter la famille Tonkpi. Ce soir, ça parle de funérailles. Tiens, on regarde. Chérie, les nouvelles ne sont pas bonnes. Il y a un nouveau décès. La fétide sœur de mon papa, même père, même mère, vient de mourir. En 1 mois, 4 décès. Tu allais 3 fois déjà au village, en 1 mois. Donc, c'est que là, tu vas encore partir. Qui ça? Moi, je ne vais pas là-bas. C'est fini, ça. En 1 mois, 4 décès. C'est que peut-être le 5e, là, c'est moi. Bébé. Et puis, tu peux pas doter l'enfant de quelqu'un, la laisser dans la maison, et puis passer tout à ton village à cause des décès. Et sa sécurité. Je vais la laisser dans la main d'une bombe qui est bête comme ça. Non. Faut même pas t'inquiéter. Cette fois-ci-là, on n'ira pas. Je n'irai pas. Pas au village. C'est fini. C'est trop. Tu sais, si tu n'y vas pas, ce sont les mêmes qui vont dire que je t'empêche d'aller à ces funérailles. Cette fois-ci, ils n'ont qu'à dire. Et puis personne ne pourra parler. Moi, ton coup, j'assume. J'assume. Voilà. Personne n'ira. Et puis on va voir. Non, c'est trop. Bon, ce que je propose, je vais appeler ta sœur. Et puis elle et moi, on va aller te représenter. Parce que, mine de rien, tu as raison. Tu as raison de te fâcher. Tu as raison de dire que tu ne vas pas. Toujours les dépenses dans funérailles. 3 fois dans le mois, encore une 4e fois. Faut te reposer. Nous, on va aller te représenter. Non. Attends. Parce que là, quand j'analyse, on dirait que tu as raison. Je vais partir. Je vais partir. C'est ça que j'ai dit. Les gens m'ont parlé, hein, que ouais, tu ne viens pas, ta femme, tout ça. Non. Tu vois, non. C'est pour ça que je dis, cette fois-ci même là, je vais t'accompagner. Parce que si tu vas seul là, ils vont dire 4 décès, il est venu sans sa femme. Et que c'est sa femme même qui le commande. Non. J'ai dit, ils vont dire ça. Et c'est moi, je ne connais pas tes parents. Ils vont dire ça. Faut laisser, je vais appeler ta soeur. Non, mais attends, parce que ils vont rien dire. Moi-même, je vais essayer de... J'ai dit, aujourd'hui là, je vais t'accompagner. Chérie, il faut laisser ça. Je vais t'accompagner. Je vais t'accompagner. Affaire de funérailles là. Quand toi seul tu t'en vas comme ça là, c'est mon nom qui se gâte. Allô la belle-sœur.
La meilleure belle-sœur, du quoi? Ça va? Ah, en tout cas, pour être en deuil, tu es en joie, hein? Aïe, comment ça? Tu n'as pas appris la nouvelle? Hé, hey, toi aussi. Attends. Donc, tu n'as pas informé ta petite sœur? Assieds-toi. Mais la petite sœur de votre papa est décédée, tu n'es pas au courant. Quelle petite sœur comment? La seule petite sœur de votre papa, là. Elle est décédée à la naissance. Ah? Ah, d'accord, ok. Non, c'est une mauvaise information. J'ai dû être mal informée. Et assieds-toi. C'était Madame Tompi et compagnie à retrouver tous les soirs dans la télé d'ici. On marque une pause. Ce sera la toute dernière pause avant de rejoindre sur la scène de la télé d'ici Xavier Zafson, guitariste émérite en tout cas dont on dit beaucoup de bien. On aura l'occasion de s'en faire une idée un peu plus précise. On marque une pause et à la pub, on revient juste derrière. Ce sera tout pour la télé d'ici. Merci d'avoir été avec nous. Merci à Vincent Taubiri, préfet d'Abidjan. Merci à Daouda Konaté, directeur de la météorologie nationale. Merci également au colonel-major Issa Sako, commandant du groupement des sapeurs-pompiers militaires. Merci également à Princesse. On vous laisse en compagnie d'un jeune guitariste ivoirien qui accompagnait bien d'artistes référencés. Il a fait partie de l'orchestre de la RTI. Il est à l'origine notamment de cette fameuse page Facebook Musicos d'Abidjan, je crois, Musicos Magazine plus exactement. Il est aussi à l'initiative du festival Jamming d'Abidjan. Il accompagne aussi bien de jeunes artistes ce soir. Il est l'invité artistique de la télé d'ici pour un freestyle en guitare. Il nous reprendra You Raise Me Up de Josh Groban et une composition propre. On se retrouve demain. D'ici là, take care. Xavier Zafson, right now.
Le talentueux Xavier Zafson qui reprenait donc You Raise Me Up de Georges Groban et Père des orphelins qui est une composition propre accompagnée de la T-Band. Good job.